Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 6 mai 2023. On se retrouve avec, comme vous le voyez à l'écran, la hype, la mania, je ne saurais comment la qualifier, autour de PEP ou PP ou je ne sais quel nom on lui donne désormais, puisque cet épiphénomène autour des NFT et de ces meme coins, comme on les appelle, est en train d'exploser à nouveau. Il y a le Floki qui suit juste derrière et aussi un certain Turbo. Alors bien évidemment, je vois avec vous, c'est un sujet qui en intéresse beaucoup, qui recrée une certaine effervescence autour de la cryptosphère et tout ce qui va bien, et notamment auprès des débutants. Mais je tenais à faire le point immédiatement dans le sens où c'est aussi quelque chose qui en général a tendance à monter très vite et très fort et redescendre tout aussi sec. Et aussi, d'un point de vue de la liquidité, c'est très rare pour quelque chose comme ça qui se hisse aussi rapidement dans le top 50. Hier, on a approché 1,5 milliard de capitalisation pour le PEP ou PP, on va dire, voilà, peu importe comment on le nomme. C'est vrai que derrière la problématique qu'il y a autour de tout ça, c'est la liquidité. Et il y a des whales qui sont en train d'échanger des montants colossaux, des millions, des dizaines de millions de valorisation dollars en équivalence. Sauf que derrière, quand il faut sortir, ne serait-ce qu'une vente de 1, 2, 5 millions au marché, ça peut créer un décalage sur le cours de cette crypto-monnaie, de ce NFT, de moins 40, moins 50%. Donc ça, c'est quelque chose aussi que les débutants n'anticipent pas du tout, puisqu'ils voient sur le papier des personnes qui sont en train de réaliser des gains mirobolants, des fois 5, des fois 10, des fois 50 ou je ne sais quoi. Et le souci qui se pose très rapidement derrière, ça va être tout simplement pour pouvoir sortir, si tant est que des esprits convenablement câblés aient tendance à vouloir sortir et à pas se dire ben maintenant que j'ai fait x10, demain je vais faire x20, après-demain je vais faire x50 et encore après-demain je vais faire x100, ce qui a tendance à laisser bloquer des milliards et des milliards par la suite sur des Shiba Inu ou des Doge. Donc vraiment faites très attention. Pour ceux qui ont réussi à se faire un billet sur toute cette hype, eh bien félicitations à vous. Et si vous avez réussi à vous sortir quelques milliers ou une dizaine de milliers ou je ne sais quoi de dollars, ça vous permet de les réallouer dans des dossiers un peu plus solides, mis à part si vous vous sentez l'âme d'un gambler invétéré qui va continuer sur sa lancée. Mais voilà, voyez ça un peu comme un marchepied pour ceux qui ont participé en amont. Là maintenant, à mon sens, quand tous les échangeurs Binance et consorts sont en train de le lister, c'est probablement un peu trop tard. Ça peut continuer de monter sur le même motif que ce qui était monté à l'époque Shiba et Doge, mais la problématique, ça va être derrière pour sortir la liquidité qui est associée, qui est complètement désastreuse. Du côté des autres cryptos, de toutes les autres et les plus grandes, on a BTC qui est de retour en positif à 29 400 $, Ether qui hier a titillé les 2000 $ à nouveau, plus 4% pour Solana, plus 4 également pour Uniswap et ensuite le top 25 qui se contente de suivre au pas. Sur le 4 heures, on s'est rehissé au-dessus des 29 000 $ en direction des 30 000 et pour l'instant ça ne passe toujours pas, donc on continue de faire le yo-yo tout simplement et c'est pas mal corroboré par la map de liquidité qu'on voit dans un instant. Le crypto Fear and Greed à 60 entre la zone de neutralité et la zone d'euphorie et le reste des indicateurs qui sont un peu plombés avec notamment l'order flow ce matin qui est autour d'une vente forte, mais on voit que ça se bataille pas mal du côté des acheteurs aussi. On a une bonne lutte à coup de millions vendeurs du côté de Binance et Coinbase entre 29,4 et 30 000 tout rond. Et du côté des acheteurs, ça bétonne à compter de 28 800 jusqu'à 29 300. Donc très très belle zone de bataille qui effectivement fait un peu le cas sur cette map de liquidité avec en bas les 27 000 et en haut les 31 000 qui, si ils étaient un jour renversés, nous permettraient probablement d'aller chercher jusqu'à 35 voire un peu plus pour les plus optimistes. Donc toute cette zone est une zone dangereuse malgré tout puisqu'elle va être défendue entre 31 et 35. C'est pour ça que je suis assez modéré désormais après un x2 du côté du Bitcoin. Mais voilà, pour l'instant, on a la sensation aussi que ça tient plutôt pas mal du côté du cours. Donc on va voir. J'en attends beaucoup, comme je disais, avant le mois de mai de ce mois de mai. Et c'est pour moi le moment ou jamais de aller transformer cet essai, aller chercher ces 34 à 36 000 $ et attendre ensuite pour voir ce qui se passera à l'automne et notamment d'un point de vue du marché américain qui risque à tout moment voilà, de nous faire un peu quelque chose de... je ne saurais comment le qualifier, mais je suis pas sûr que la rentrée se passe super sereinement du côté du marché US, mais ça reste un pressentiment. La stabilité, c'est notre métier. C'était une publication sponsorisée sur Instagram de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu près d'un demi-million de vues. Alors,
je disais en trollant un peu ce matin, à tout moment Christine elle nous sort un PP en photo de profil, et est-ce qu'on peut qualifier cette publication de publicité trompeuse et mensongère à ces influenceurs alors, puisque ça reste de l'influence. Et c'est vrai que là il y a la loi qui va pas tarder à être votée au Sénat, enfin il y a plein de discussions autour de la loi influenceur au sens large du terme, mais à notre quotidien, en fonction de ce que l'on regarde sur les réseaux sociaux, de qui l'on consulte, des publicités dans la rue, des gens qui sont autour de nous qui vont nous faire des retours d'expérience positifs ou négatifs, nous sommes tous l'influenceur de quelqu'un. C'est quelque chose à prendre en considération aussi, puisque souvent c'est un terme péjoratif qui est venu de la télé-réalité, des Marseillais, des Dubaïotes, où on a eu vraiment des comportements catastrophiques sur fond de personnes qui ont tout juste 2 neurones qui se touchent la plupart du temps. Et je parle bien évidemment là de l'influence avec un grand I, si je puis dire, c'est-à-dire tous ceux dont on entend le plus parler, qui ont des millions et des millions de followers sur les réseaux sociaux et qui sont prêts à vendre pères et mères pour un billet. Nous, dans la crypto, on est encore tout petit, et encore plus dans la crypto-sphère francophone. Donc clairement, à ce jour, je pense même pas qu'on puisse être qualifié d'influenceur dans la crypto-sphère, puisque c'est beaucoup trop petit. Et même quand il y a des projets internationaux qui se montent dans le Web3, la plupart du temps, ils veulent même pas en entendre parler de la France. Donc c'est pour vous dire, comme on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il m'apparaît aussi intéressant de faire le petit point ce samedi sur ce qu'on peut ou non qualifier d'influence. Et à mon sens, au quotidien, tous les jours, tout à chacun a cette petite part d'influence sur, à minima, les proches ou les personnes que l'on côtoie. On avait la petite fractale proposée par Dave The Wave par rapport à ce qui s'était passé entre 2019 et 2023. Donc on vient d'avoir un retracement positif d'une 50aine de %, que ça soit sur Ether ou sur Bitcoin par rapport à toute la descente. Alors Ether, on n'y est pas tout à fait, puisqu'il faudrait venir chercher les 2004-2005, et Bitcoin, on est plus très loin, puisqu'il faudra aller chercher effectivement ces 35 000. Donc c'est vrai que voilà, 50% de retracement de toute la correction, ça n'était pas rien. On va voir si cet été ça va temporiser, ou bien s'il va se passer quelque chose d'un peu plus, on va dire, directionnel d'un point de vue de la volatilité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un marché crypto qui a très bien tenu, et malgré tout qui bloque un peu comme ce bouchon de champagne autour de 30 000. C'est ce que disait JC Parets, All Star Charts sur Twitter, qui disait qu'en gros la liquidité est en train d'être absorbée autour de 30 000, en tout cas pour les vendeurs, ce qui permettrait potentiellement derrière de passer. Et on avait une épaule tête-épaule inversée ici qui avait été repérée, si je dis pas de bêtises, par Bob Lucas et Peter Brandt, les deux anciens, puisque Peter Brandt doit bien avoir, vu sa photo de profil, 70 bien tassé, et Bob Lucas à 55 voire la soixantaine. Donc c'est des personnes qui ont une certaine expérience des marchés, et personnellement j'adore ce genre de retour de personnes qui ont 10, 20, 30, 40 ans de marché dans les pattes, et qui en ont vu des crises, qui en ont vu des choses se passer. C'est une mine d'or, c'est vraiment les personnes les plus intéressantes souvent à écouter. Et d'un autre côté, ils ont aussi une approche un peu old school qui les empêche parfois de voir la magnificence de, on va dire, tout ce qui est en train d'arriver d'un point de vue changement structurel de la finance, des cryptos et de tout ce qui va bien. Ils ont une approche très pragmatique, très terre à terre, mais ça fait du bien aussi d'avoir des retours d'expérience comme ça, de OGs de la finance, si je puis dire, et de la spéculation. Avec Tommy Douziak de Zone Bourse, Apple qui prend 4,5%, soit plus de 118 milliards de dollars de capitalisation en une journée. C'est plus que la market cap de Goldman Sachs, Airbus, American Express, IBM, General Electric ou Lockheed Martin pour le secteur de l'armement. Complètement dingue pour Apple qui continue de truster donc le SP500 et toutes les sociétés américaines. Donc Axel Kibar, TechChart sur Twitter, qui aussi a relevé cette épaule tête-épaule inversée avec un price target autour de 34. Donc entre 34 et 36, si toutefois on vient à percer les 31, franchement il y a quand même une belle zone de travail aussi ici. Donc personnellement c'est peut-être ce qui me permettrait, on va dire, de trouver le juste milieu, le meilleur des mondes pour prendre un tout petit peu de profit du côté de Bitcoin. Ether, je me pose encore pas mal de questions, parce que quand je vois les rendements qui sont associés par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette mania NFT, même PEP et tout ce qu'on veut, voilà, il y a beaucoup d'impression au niveau des pourcentages de ceux qui ont des Ethers déposés en staking sur le réseau. Et comme le disait souvent Marc, c'est les vendeurs de pioches et de pelles qui
se mettent bien puisque ces derniers jours, on avait 6% et plus d'APR, donc ça se passe très bien pour le réseau Ether pour le coup. On avait CoinEriadox qui nous mettait en avant donc un canal parallèle ascendant avec potentiellement un retour. Alors si on fait ici un peu quelque chose au doigt mouillé autour de 55-60 000 $ d'ici à l'été 2023, j'y crois pas du tout. Il faudrait vraiment entamer une hausse parabolique complètement frénétique. Un retour par la suite d'ici début 2024 autour des 30 000 $ en termes de support, voire légèrement en dessous, peut-être les 25 000, et ensuite on attaquerait le grand bull run. Bon voilà, ça a matière d'exister, à voir comment ça pourra se dérouler derrière. Vous savez que j'ai une approche extrêmement pondérée des marchés et ça me paraît un peu ambitieux. Avec Coins.fr, toujours dans le rouge au T1 2023, donc premier trimestre, Coinbase a néanmoins enregistré une perte beaucoup plus faible qu'attendue. Il s'agit d'un bon trimestre selon la crypto-bourse basée à San Francisco, et je pense là aussi que de toute évidence, lorsque le marché crypto repartira dans son intégralité, Coinbase ira aussi très bien. Vous avez un trade de Bourse Eco Investissement et Finance qui propose tous les meilleurs investisseurs de tous les temps avec Warren Buffett en tête de liste qui entre 1964 à 2021 a généré 3 641 613% de retour sur investissement, considéré comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Et là aussi dans ce trade, vous avez de très beaux noms qui sont ressortis avec notamment Benjamin Graham, avec Jesse Livermore et quelques autres. Je vous invite à le consulter. Avec Hawk Invest, le tribunal américain ordonne à la SEC d'apporter une réponse claire aux demandes de Coinbase sous 10 jours. Objectif, apporter la clarté nécessaire pour les entreprises crypto opérant sur le sol américain. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et petit à petit, là aussi, un shift est en train de se passer avec les crypto-bourses qui ont demandé tout ce temps, dites-nous, donnez-nous toutes les règles possibles pour qu'on puisse opérer en montrant patte blanche aux États-Unis. Derrière, ils se sont fait complètement savater. Ça a été insidieux la façon dont sont tombées les crypto-banques qui avaient comme ça beaucoup de transferts crypto. On pense notamment à First Republic Bank, mais pas que. Il y avait Silvergate et quelques autres. Et là, on a la contre-attaque. Donc, je ne sais pas ce qu'il va en ressortir. Est-ce qu'à la fin, c'est l'État et la SEC qui gagnent, ou est-ce qu'on va avoir le droit pur et dur qui va donner raison à Coinbase? En tout cas, on a un gros bloc qui est en train de se passer du côté des États-Unis. Avec Cryptost, dernièrement, Polygon a dépassé les 250 millions d'adresses actives sur son réseau, alors qu'elle compte également plus de 400 protocoles DeFi. Quelles sont les données intéressantes à observer pour juger de l'activité de la sidechain Matic? Vous avez un très bel article qui est proposé sur Cryptost. Coinbase Institutional qui propose IGLD Multivers X désormais de Elrond qui est disponible en Coinbase Prime pour tous les investisseurs institutionnels, donc une bonne nouvelle pour les aficionados de Elrond. On a le pivot de la Fed avec Vincent Gann qui disait « Si par miracle la Fed devait pivoter cet été, les actifs risqués peuvent y bénéficier si seulement et si elle pivote pour la bonne raison. Donc mauvaise raison la récession, bonne raison la désinflation structurelle. » Et vous avez ici un petit tableau de probabilité quant à la future hausse des taux et si oui ou non au bout d'un moment ils vont la friser voire revenir en arrière. Des fois il y a aussi des petits ajustements comme on l'a vu la dernière fois qui indirectement permet soit de racheter de la liquidité, soit d'avoir un peu plus de liquidité dispo à un instant T sur les marchés américains. Je sais pas trop quelle forme va prendre cet automne, mais je pense que ça risque de sérieusement tanguer parce que il y a forcément un moment où cet interrupteur un peu de retour à la réalité, où il n'y a pas tous les chiffres qui vont dans le bon sens, où on a les jobs, l'emploi qui risque de rebondir au niveau du chômage des États-Unis et petit à petit, on va dire les métriques de mesures qui permettent de valider totalement le fait qu'on soit en récession aux States, qui risquent de cocher toutes les cases, mais un peu à retardement, alors que les marchés se disaient non, il n'y aura rien circulé. Donc c'est un peu ça ma crainte pour l'automne. Après, peut-être qu'il n'y aura rien, justement, mais pour l'instant, il faut quand même garder ça dans un coin de son esprit. Avec Coins.fr, le protocole Curve Finance a commencé à émettre son token CRV USD, le stablecoin donc sur Mainnet Ethereum, qui sera bientôt accessible au public. Le crypto total à 1175 milliards ce matin, ce samedi 8h que j'enregistre l'émission. Ça se passe plutôt pas mal, petite contraction depuis un mois. On a toutes les moyennes mobiles sous les pieds ici avec la 200 autour de 1031 milliards, ce qui correspond du côté du Bitcoin pour ceux qui suivent à 26 000 $. Et donc voilà, pour le moment, on a une construction qui est assez majestueuse d'un point de vue technique et qui pourrait nous conduire, si ça passe, à la moyenne mobile 100 autour de 1468 milliards, mais surtout au 0,382 autour de 1600 milliards, 1595
$1,15 pour être précis de capitalisation totale, incluant Bitcoin, Ethereum et tous les altcoins. Du côté du crypto total 2, c'est-à-dire que les alts ce coup-ci, très belle contraction aussi. Après une fausse sortie, on n'avait pas touché les 700 milliards, on s'était arrêté un peu en cours de route à 656 milliards. On a toutes les moyennes mobiles juste sous les pieds à 550 et on est en train de travailler ce giga support des 600, sachant que dans un premier temps, c'est les 700, 725, moyenne mobile 100 autour de 835 et ensuite le 0,382 qui se trouve pour les alts à 919 milliards. Le total 3, c'est-à-dire excluant Bitcoin et Ether, est également sur support. Énorme zone de travail autour de 370 milliards puisque c'est la zone qui a été la plus travaillée depuis août 2020. On va quand même un peu dézoomer encore pour essayer d'avoir un peu plus de data et on peut constater que c'est la deuxième zone la plus travaillée depuis l'ancien bear market où on avait eu une zone de travail assez remarquable autour de 55 milliards seulement à l'époque. Donc là, pour moi, le point bas de marché a certainement été fait. Désormais, c'est quelque chose qu'on peut un peu plus sereinement envisager psychologiquement, de se dire que oui, désormais, le gros, le dur est derrière nous. Ça ne veut pas pour ainsi dire que si on a Bitcoin à 30 000, on ne peut pas aller refaire une visite à 20, 22, 25. Et encore pire, si jamais on venait à avoir une fin de printemps positive maintenant, qu'on a Bitcoin à 35 ou que sais-je, on peut tout à fait revoir les 25 aussi. Et inutile de vous dire que 35 à 25, en sens inverse, du côté des alts, du côté de BTC, Ether et tout ça, ça ferait extrêmement mal. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération de votre côté. Au cours de 2023, il y aura tôt ou tard, en fonction de l'endroit où on aura trouvé ce top local de marché, un retracement qui sera probablement assez profond. 32 Ethers valent 63 000 $ ce matin, donc toujours autour de 1965 $ par Ether. J'y viens dans un instant. Le futur CME a clôturé hier et retenez-le pour ce week-end, le prix risque de osciller autour de cette zone 29 765 en positif de 2,60, tandis que le spot actuellement est légèrement en dessous, mais depuis un mois est en train de travailler au-dessus de cette zone ici des 28 000 $. On a la moyenne mobile 200 qui est en train de remonter à autour de 26 000, 26 100, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça voudrait dire que les 25-26 sont désormais un très bon support dynamique et pour autant on a quand même les volumes qui sont un peu faiblards pour l'instant, on a le BTC qui, au niveau de sa dominance, on ne sait pas trop ce qu'il compte faire derrière. Est-ce qu'on a de nouveau un gros push un peu plus vertical avec la dominance qui franchit les 48-49%? Ça fait beaucoup de chape de plomb au-dessus du cours en ce moment et qui est doublé par le fait que le SP500 n'arrive pas lui aussi à s'affranchir de ses 4150 à 4200 points. Donc ça serait totalement libérateur si on franchissait. Mais là, on a une contraction de volatilité qui est un peu flippante à vrai dire et c'est pas le VIX qui nous dira l'inverse, on a vu qu'il était revenu sur un peu plus de ferveur ces derniers jours. Le gold qui se fait repousser des 2070 $ l'once, ça fait 3 fois qu'on touche cet ATH de range. On va voir comment ça va se passer. On a une belle zone de confluence avec moyenne mobile 20 et le volume profile ici autour de 1925 à 1930 $ l'once en termes de support. 1965 pour Ether, le pas de tir des 2000-2100 qui nous conduirait autour de la moyenne mobile 100 et du 0,38 à 2400 $ tout rond pour Ethereum. Ensuite, on a 2008 et ensuite on a 3003 pour les retracements de Fibo. Une petite action américaine et on n'en parle pas souvent sur la chaîne de Microsoft. On avait eu ici un joli W autour de la zone des 218 et la mèche basse 213. Vous voyez qu'on n'a jamais clôturé en dessous de la moyenne mobile 200 pour Microsoft. Et quand on regarde comme ça, on a un alignement de moyenne mobile qui a duré mais juste 1000 ans ici en mensuel, ça dure depuis 2012, décembre 2012. Pour ceux qui ont suivi les dernières émissions, moyenne mobile alignée, 20 périodes, 50, 100, 200, quand c'est parfaitement aligné et que le cours suit derrière, c'est un énorme bull run, donc qui a duré une bonne dizaine d'années. On a là une contraction de prix où on était quand même passé sur Microsoft de 350 $ à le point bas ultime 213, donc quand même quelque chose d'assez conséquent. On a le W qui est absolument partout, sur le RSI, sur le MACD
USD et double touchette comme ça l'avait fait un peu à l'époque, souvenez-vous, du côté du Bitcoin sur le cycle précédent quand on avait fait ce bottom au niveau de la moyenne mobile 200. Donc vraiment là il y avait une opportunité à prendre. Personnellement je rentre doucement mais sûrement du côté des dossiers des actions américaines puisque je maîtrise pas encore totalement mon sujet, mais c'est vrai que les Google, les Amazon, les Apple, parfois un peu les Nvidia, AMD, les Tesla pour ceux qui aiment le côté un peu plus spéculatif, Microsoft, voilà, a priori c'est pas des boîtes qui du jour au lendemain risquent de disparaître. Tout ce qu'on risque c'est de rentrer sur un point un peu trop au mauvais moment, ce qui pourrait être le cas là dans les prochains jours du côté de ceux qui vont s'intéresser tardivement à Microsoft. Mais vous voyez que dans la vie d'un actif, si on est suffisamment patient, on a de temps en temps des points d'entrée qui sont assez extraordinaires et pour des boîtes qui à mon sens à ce jour le sont tout autant. 101.28 pour le DXY qui au contact de la moyenne mobile 100 hebdomadaire montre quelques signes de faiblesse. Donc est-ce que le dollar va lâcher? Personnellement j'étais dans l'anticipation d'un double creux, mais pour l'instant voilà, ça a l'air de suivre son cours pour peut-être casser à la baisse et venir rallier autour de la moyenne mobile 200 à 98 tout rond. On va voir là aussi comment ça se passera. On a l'action de Coinbase qui peut-être aussi, alors c'est extrêmement tiré par les cheveux, mais je vous le montre aussi puisque j'ai vu que nos chers analystes qui sont certifiés CMT comme Axel Kibar sur Twitter considèrent ça comme une épaule tête-épaule inversée. On l'a aussi du côté de Coinbase. Donc on a une contraction comme ça. Elle est hyper quasimodo exactement comme celle qu'ils ont montrée sur Bitcoin et quelques autres. Mais le jour où on franchira avec du volume, avec un peu plus de sérénité et un marché crypto qui repart au long cours, peut-être d'ici le printemps 2024 avec le prochain halving et qu'on s'affranchira des 83 à une centaine de dollars pour l'action de Coinbase, on aura effectivement une très très belle résolution qui, si on reporte le mât de cette épaule tête-épaule inversée, nous amène approximativement autour de la zone de travail ici des 170 et ensuite on a une très belle zone de confluence autour de 200-210 dollars pour Coinbase. Donc on va voir ce que ça donnera. Je suis très curieux pour Coinbase de voir comment se déroulera le prochain cycle, si ça va être quelque chose qui véritablement va réattirer des capitaux, tandis que la Bitcoin dominance pour sa part, et on clôturera peut-être là-dessus puisque je vais pas repasser sur les PEP et même turbo et machin mes couilles. C'est voilà, il y a des trucs des fois qui me dépassent, mais pourquoi pas, hein, si tout le monde y trouve son compte. Tout ce que je peux vous dire, c'est méfiez-vous de la liquidité. Si vous rentrez, sortez sur ces trucs, prenez vos petits pourcents de gambling et de casino, puisque c'est véritablement ce qui est en train de se passer, mais ne vous retrouvez pas bloqué et encore moins sur une partie importante de votre capital là-dessus. Vous allez vous faire déglinguer, c'est sûr à 200%. Et quand je commence à avoir des gens qui dans les commentaires sur Twitter viennent me dire, me donner des conseils et me dire que c'est juste parce qu'on a la rage de pas être rentré sur le dernier truc à la mode, je me dis voilà, là on mérite de se prendre déjà le moins 30 à moins 50% qu'on se prend à chaque fois qu'il y a ces hype un peu passagères qui en général sur la cyclicité avaient tendance à arriver sur la fin de cycle et pas sur le début. Mais bon bref, il faut que chacun fasse son expérience, se mette à perdre de l'argent sur les marchés pour vérifier la théorie eux-mêmes, j'en ai bien l'impression. 49% avec peut-être le double top ici au niveau de la Bitcoin dominance, alt season ou non. Est-ce que justement cette hype en cours du côté de tous ces tokens bizarres et de NFT pourrait relancer un certain attrait pour le marché crypto? En tout cas, toujours aussi sidéré de voir que ça peut capitaliser en quoi? Une semaine, 2 semaines, 1,5 milliard d'argent qui derrière, bon, ça reste malgré tout de la capitalisation assez fictive, mais ça me laisse pantois quant aux attraits d'une immense majorité des particuliers qui malheureusement la plupart du temps feront partie des perdants de demain et qui ne passeront que à côté, on va dire, sur la surface la plus absolue de tout ce que peut proposer en profondeur le marché crypto. Donc je pense que vous dans l'auditoire aujourd'hui, vous êtes beaucoup à être là depuis longtemps et à comprendre un peu les tenants, les aboutissants et les enjeux du marché crypto pour pas vous faire piéger là-dedans. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis complètement abasourdi de voir à quel point, un peu entre guillemets, sans vouloir jeter la pierre ou quoi que ce soit, la bêtise humaine a tendance à se répéter et à voir la même cyclicité apparaître au niveau du marché crypto, en espérant que ça soit pas un mini top local de marché lorsque tout ça va retomber derrière. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi avec le retour de Marc Manu et donc le live. Je vous invite à mettre un commentaire et un pouce si vous avez apprécié cette émission et je vous dis à lundi. Ciao ciao.